de Jérémy Janté et Mathieu Leclerc, les réalisateurs, ainsi que Julien Delabaca, fondateur du Facilitateur de Mobilité, un cabinet de conseil de stratégie en nouvelle mobilité. C'est moi qui vais animer cette table ronde. Je m'appelle Léa, je suis journaliste chez Impact, un média de journalisme de solutions. Le principe, c'est de traiter une seule thématique par mois pour bien comprendre tout le contexte et les enjeux autour d'un sujet. Si vous êtes intéressé, nous sommes à prix libre, mais vous pouvez quand même profiter d'un mois gratuit avec le code découverte, sans accent sur le E. Et pour commencer les échanges, je m'adresse à vous, Jérémy et Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce documentaire et pourquoi vous avez choisi de vous intéresser au vélo? Oui, je vais commencer du coup. Alors, on se connaissait avec Jérémy au milieu professionnel, hein, lui étant producteur et moi travaillant sur certaines de ses productions. On échangeait comme ça et puis en vivant tous les deux dans une ville hyper cyclable à Strasbourg, faisant tous les deux du vélo, autant en loisir que pour se déplacer quotidiennement. Je sais pas comment c'est venu, mais on s'est dit tiens, il y a matière à discuter, matière à échanger, et puis matière surtout à faire participer d'autres personnes, de comprendre un peu toutes ces raisons de relation entre son vélo ou son utilité et pourquoi cette ville de Strasbourg était autant cyclable que ça et pourquoi il y avait autant de profils différents aussi dans cette ville qui pouvaient, on va dire, avoir un certain usage avec son vélo, une certaine relation avec son vélo, une certaine passion. Et du coup, on en est venu à dire, faisons un documentaire et puis trouvons un diffuseur, trouvons producteur et allons-y, quoi. Et on s'est mis à écrire du coup à partir de là. Et je sais pas, Jérémy, si tu veux raconter la suite. L'idée, c'était de pouvoir, de pouvoir effectivement comprendre comment Strasbourg avait atteint ce statut, on va dire, de ville cyclable, enfin en tout cas première ville cyclable de France. Et l'idée, c'était d'en savoir un peu plus et donc d'interroger ça à travers notre film. Et donc, oui, on a commencé à réfléchir à tout ça avec Mathieu. Et on est allé voir une boîte de production strasbourgeoise qui s'appelle Alpaga Film. On leur a proposé le concept, ils ont été assez partants parce que ça leur parlait forcément vu qu'ils étaient tous cyclistes aussi. Et puis on s'est mis à écrire, à proposer notre projet à différentes collectivités, dont la ville de Strasbourg et Alsace 20, donc la chaîne qui a financé aussi en partie le documentaire. Et ils ont décidé de nous suivre, donc du coup c'est parti. C'était le début d'une belle aventure et voilà quoi. Super. Du coup, Julien Delabaca, vous êtes conseiller stratégique en nouvelle mobilité. Est-ce que votre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que d'autres villes en France prennent le modèle de Strasbourg? Ouais, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je bosse vraiment sur le domaine de la mobilité en règle générale. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, c'est que si on fait que du vélo, d'ailleurs, ça a été beaucoup dit par certains élus dans le documentaire, si on veut faire que du vélo, ça marche pas. Il faut vraiment avoir une logique assez globale. Et je pense que essayer de faire une ville pour le vélo, ça amène à faire réfléchir à la ville dans son ensemble, et c'est ça qu'il faut vraiment réussir à avancer. Alors comment faire? Dans la question, c'est très compliqué. Il n'y a pas de recette magique, ça c'est vraiment important, mais il y a quand même plusieurs ingrédients qui font que ça fonctionne, que ça peut fonctionner. Je pense qu'en premier lieu, il faut que le territoire soit mature. Et pour que le territoire soit mature, il faut que ça vienne en partie des politiques. Et là, il y a un peu de scénario. Soit vous avez la chance d'avoir des élus qui sont pro-vélo. Je pense à Grenoble, je pense à Strasbourg. Bordeaux, ça commence à être le cas. Là, on a beaucoup de villes qui sont passées vertes, donc ça devrait être plus le cas. Soit vous n'avez pas de chance. Et si vous n'avez pas de chance, là, il y a un gros travail à faire du côté faire du lobbying, tout simplement, mais de manière positive, sans le voir comme un terme péjoratif. Et là, il y a un vrai rôle pour les associations et pour tous ceux qui vraiment travaillent sur la culture du vélo. Un petit élément quand même à rajouter, c'est que faire comme à Strasbourg, c'est pas forcément ça la solution, parce que Strasbourg a ses propres particularités, on peut pas le calquer partout. Donc voilà, au final, c'est beaucoup de travail. Finalement, c'est peu de technique, mais c'est beaucoup de diplomatie. Puis on le verra peut-être un peu plus tard, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc il faut être patient, même si c'est compliqué, et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer un peu la culture vélo. Ok. Et une question d'ailleurs pour tous les trois, parce qu'on parle souvent de culture vélo et on a vu dans le documentaire que la voiture s'est imposée dans les années 60, mais avant, il y avait quand même beaucoup plus d'utilisation du vélo. Qu'est-ce qu'on appelle une culture vélo? Qu'est-ce qu'on entend par là? Pour moi, une culture vélo, en fait, en gros, c'est un état d'esprit. C'est le fait finalement de raisonner vélo, mais pour quasiment
tous ces déplacements, quoi. Donc finalement, ouais, bah, en tout cas à Strasbourg, c'est le cas, hein, enfin pour la plupart des Strasbourgeois, c'est de se dire bon bah voilà, je vais aller au boulot, bah comment, bah à vélo, quoi. Ou je vais aller me balader, je vais aller prendre l'air, bah, je peux sortir de la ville en 5 minutes, je suis à la campagne avec mon vélo et tout ça. Donc c'est un peu finalement avoir le vélo comme composante entre guillemets de son identité. En tout cas, moi j'entends comme ça à Strasbourg. Voilà, et fait finalement d'avoir le réflexe vélo, quoi. Pour moi, c'est ça. Mathieu, t'enchaînes, tu veux que j'enchaîne? Je te laisse finir. T'as le micro qui est coupé, Mathieu. Je veux bien essayer de donner mon avis. Alors, c'est vrai que pour revenir un peu sur ce que tu disais, Léa, je pense pas qu'on peut parler de culture vélo dans les années 60, avant les années 60, en tout cas à Strasbourg, même ailleurs. Je pense que le vélo est un outil pour se déplacer en ville parce que pas mal de gens n'avaient pas les moyens de s'acheter une voiture qui coûtait extrêmement cher à l'époque. Pas mal de ménages ne pouvaient pas l'utiliser forcément pour aller en ville, pour en tout cas faire tout ce qu'ils voulaient. Donc je pense qu'il y avait plutôt une culture voiture, des gens qui pouvaient se l'approprier. La culture vélo, je pense qu'elle vient maintenant, en fait, elle vient récemment parce que il y a tout un enjeu, on va dire, écologique, économique, et puis il y a aussi il y a les passionnés, mais ça c'est vraiment qu'une infime partie, je pense. C'est plutôt avec tous ces changements justement de mobilité qu'on veut mettre en place dans certaines villes ou dans certaines régions, où on va s'accaparer, on va dire, le fait de on va préférer utiliser son vélo pour des raisons de comment dire de style de vie en fait finalement. Je pense que oui, la culture vélo, elle veut, en tout cas pour moi, elle veut plus dire cela en ce moment quoi. Ouais, c'est compliqué à définir. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs cultures vélo en même temps. Moi, je dirais que c'est le vélo qui est pratiqué par ceux qui aiment en faire vraiment, ce qui est vachement différent déjà. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un rapport à l'objet qui est très important. Et d'ailleurs, on l'a vu beaucoup dans le documentaire, un rapport à la liberté qu'il va procurer. Et après, c'est une culture qui peut évoluer. Moi, je vois que ça fait 22 ans que j'en fais du vélo. Quand j'avais 13 ans, c'était pas du tout pareil. Aujourd'hui, moi, je roule en gravel, je tire mon gamin en carriole, et du coup, en fait, la culture vélo, elle était présente, mais elle a évolué. Après, il peut y avoir en même temps une culture vélo, une culture bagnole. Moi, je vis en province, il y a une culture qui est très voiture. Et en même temps, il y a aussi des gens qui prennent leur voiture parce que c'est une culture, on va dire, facile, mais qui sont passionnés par le vélo. Donc, c'est un peu compliqué de savoir exactement ce que c'est. Après, je pense que quand on dit il y a des cultures vélo, c'est peut-être différent la culture vélo dans les milieux urbains, très urbains, et ailleurs. Et je pense que c'est peut-être ça qui différencie un peu les pratiquants, les cultures, etc. C'est super compliqué de dire ce que c'est exactement. Et Julien, vous du coup qui travaillez sur les politiques dans les villes pour intégrer plus les mobilités douces, on a souvent l'impression que c'est long et laborieux. Pourquoi ça prend autant de temps? Parce que justement, sur la partie, je pense qu'il faut dissocier deux choses. C'est la culture vélo, justement. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de calendrier. Ça prend ou ça prend pas. Voilà, ça c'est comme ça et on peut pas faire grand-chose. Ça dépend beaucoup des communautés sur place. Il y a des communautés qui réussissent à faire, à vraiment faire en sorte que ça se développe. Et après, il y a la question de la politique publique pro-vélo. Et ça, c'est vraiment différent. Là, c'est long. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut amener tout un tas de gens dans le système. En fait, c'est très simple, hein. Il y a les métropoles qui bossent sur les vélos, il y a les régions, il y a les départements, il y a les communes qui ont encore pas mal de compétences là-dessus. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout ça, c'est très usant au quotidien, mais le fric, il est là. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des belles infrastructures cyclables, si vous voulez avoir une ville qui est faite pour le vélo, si vous voulez avoir des départementales qui sont faites pour le vélo parce que vous n'avez pas forcément envie de rouler que en ville. Les mecs qui roulent le week-end, ils ont envie d'avoir des jolies routes aussi pour rouler. Ça passe par tous ces acteurs-là. Et mettre tous ces acteurs-là autour de la table, c'est super long et laborieux. Il y a un autre point qui est essentiel, c'est que quand on fait une infrastructure cyclable, on la fait pas juste pour 5 ans. C'est quelque chose qui est là sur le long terme, donc il faut le réfléchir intelligemment. Moi, c'est un peu pour ça que je suis un peu vent debout en ce moment quand je vois les coronapistes, parce que il y a des endroits où c'est très bien, mais il y a des endroits où ça a été fait n'importe comment. Et en fait, là où c'est très compliqué aussi, c'est qu'il faut réussir à avoir une culture où on fait quelque chose pour le long terme, mais on fait quelque chose qui est potentiellement adaptable. Par exemple, les vélos cargo qui arrivent, où les gens, moi je le disais tout à l'heure, je tire ma carriole, ça prend pas la même place qu'un vélo il y a 10 ans. Les vélos électriques, ça roule pas pareil qu'un vélo il y a 10 ans. Et donc, il faut arriver à faire des choses sur le long terme, mais en même temps qu'on peut adapter
facilement. Et en fait, c'est super compliqué. Donc, ça prend du temps. Mais pour intégrer cette culture vélo, moi, j'aurais toujours tendance à dire que c'est un peu comme pour l'urbanisme. Si vous pouvez lâcher votre gamin en vélo dans la ville sans avoir peur, c'est qu'il y a un mix entre une bonne culture vélo et une bonne politique publique pro vélo. C'est le super indicateur sans avoir à être ingénieur, quoi. Et on a une question de Clara qui peut s'appliquer à vous trois. Mais est-ce qu'après la crise du Covid, vous avez ressenti un changement au niveau des mentalités? Peut-être, Julien, plus autour de vos clients, enfin des personnes que vous accompagnez. Jérémy, Mathieu, peut-être autour de votre entourage. Je vais laisser répondre les autres parce que moi hors ville, on va dire. Moi, je suis pas à Paris, donc je peux pas parler de Paris. Mais hors ville, non. Malheureusement, les gens se sentent. Moi, c'est marrant. Hein. Pendant le Covid, les gens se sont vraiment mis à utiliser le vélo, à marcher. Je trouvais ça génial. Et là, ça y est, les mauvaises habitudes sont revenues. Donc, je suis pas la bonne personne pour en parler. Je crois à Paris, je crois que c'est très différent. Ouais, moi, je me permets après, Mathieu, tu pourras. Mais vu que moi là, je vais à Paris, je peux complètement témoigner de ça. En fait, il y a de plus en plus de gens qui utilisent des vélos. En fait, il y a juste un bon indicateur, c'est le fait que tous les réparateurs de vélos soient complets jusqu'à septembre, octobre et ferment, en tout cas au public ou aux nouvelles personnes qui veulent venir faire réparer leurs ateliers. Donc ouais, là, on voit qu'il y a il y a un vrai engouement autour du vélo. Qui est déjà présent depuis plusieurs mois, enfin ouais, qui est déjà là depuis plusieurs mois avec les grèves, avec notamment les grèves, ça fait réfléchir pas mal de gens et en tout cas ça fait préférer pas mal de gens le vélo au transport en commun. Et c'est vrai que là avec le coronavirus, il y a pas mal de gens qui ont privilégié les déplacements vélo et on voit aussi de plus en plus de boutiques de vélos qui ouvrent à Paris, notamment de vélos électriques. On sent qu'il y a un vrai business autour de ça, quoi. C'est assez dingue de voir le truc fleurir, quoi. Et justement, Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je suis à Strasbourg, donc ça n'a pas beaucoup changé. En fait, il n'y a pas eu de corona piste parce qu'on est une ville qui est déjà énormément équipée en pistes cyclables, en rues, dans lesquelles on partage la mobilité entre voitures et vélos. Donc, il y a pas mal d'aménagements. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas vu tous ces aménagements de pistes cyclables provisoires et tout ça. On avait moins de monde en ville, ça c'est sûr, mais en tout cas, on n'a pas vu Il y a peut-être eu moins de gens qui se déplaçaient finalement, tout simplement, quoi. Moins de transports en commun, moins de vélos, moins. Voilà, c'est un peu le ressenti que moi j'ai eu, en tout cas, post-confinement, parce que bon, je suis pas mal resté cloîtré chez moi pendant 2 mois, un peu plus, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'était ça, ouais. Okay. Et moi, j'habitais à Paris et du coup, je ne sais pas trop comment ça se passe dans le reste de la France. Mais c'est vrai que quand on parlait des vélos électriques, maintenant, il y a les vélos électriques, les trottinettes électriques, les vélos, les piétons, les voitures. Donc, il commence à y avoir vraiment énormément de personnes sur les routes. Comment on fait pour faire cohabiter tout ce monde-là? Il faut faire des pistes plus grandes. Est-ce que ça demande de vraiment tout réaménager? On s'arrache les cheveux. On s'arrache les cheveux. Après, il faut être là-dessus, il faut être honnête. Moi, je suis pas du tout partisan de l'opposition entre les modes, etc. De dire la voiture, c'est pas bien, machin. C'est le cœur de mon job, mais je crois que c'est pas comme ça qu'on y arrivera en opposant les gens. Mais en fait, il faut juste rééquilibrer. C'est-à-dire que oui, on a donné une place énorme à la voiture et moi, je dis pas, il faut lui reprendre de la place. Il faut juste donner une place acceptable au reste. Et une fois qu'on a compris ça, après, il faut l'acter. Et ça prend du temps, de l'argent, et beaucoup d'aménagements, etc. Mais juste, faut l'acter. Juste une anecdote. Il y a pas très longtemps, je faisais un reportage à Barcelone sur le vélo. À Barcelone, par exemple, quand il y a des travaux sur une voirie, ils dévient la piste cyclable en faisant une piste cyclable en jaune qui dévie les travaux, etc. Ça montre comment on prend en compte le vélo et comment on lui donne de l'espace, même quand il y a les travaux, etc. Ça, c'est un super indicateur aussi. Quand je disais tout à l'heure, les gosses que tu peux lâcher, ça, c'en est un autre. Et c'est là où on donne de l'espace. Mais juste déjà, faisons ça. Et après, c'est pas l'idée de faire en sorte que les vélos aient plus de place que les autres. Non, juste une place normale. Mais c'est déjà beaucoup à faire. Hein. Beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique. Enfin, étant cycliste à Paris, je me rends compte de l'espèce de boulga, bordel que c'est entre les cyclistes, les piétons, les trottinettes, les scooters, mais c'est super compliqué. Et du coup, il y a des zones de rencontres qui devraient pas en être, mais qui finalement le sont par la force des choses,
où c'est compliqué. On sent qu'il y a des tensions en fait entre les différents usagers parce qu'on sait pas trop qui a la priorité déjà et à qui sont réservés les espaces, les pistes cyclables, les routes. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, je trouve. Mais qu'il faut composer avec ça parce qu'il n'y a pas vraiment de choix. Mais c'est sûr qu'il y a des vrais soucis quoi, de ce côté-là. Mathieu, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, je pense que tout a été dit par Julien et Jérémy. Après, c'est vrai que pour rebondir là-dessus, je pense qu'il faut laisser le temps, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que quand on fait des aménagements, on peut forcément, on n'arrivera pas tout de suite à avoir des bonnes habitudes. Quand il y a une piste cyclable nouvelle qui ouvre à Strasbourg, malgré que ce soit une ville qui est cyclable depuis 20 ou 30 ans presque maintenant, en tout cas qui a débuté, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des débats sur le pourquoi, sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais oui, mais on n'a pas pensé à ci, on n'a pas pensé à ça. Dès qu'on ferme, on va dire, un bout de route ou un bout de trottoir pour mettre en place une piste cyclable, il y a toujours un débat qui est long en fait. Et une fois qu'on est dessus, on se rend compte qu'il y a aussi des mauvaises habitudes qui sont encore là. En fait, il faut laisser le temps qu'en fait l'utilisateur s'accapare l'espace. Et à partir de là, c'est là qu'on va avoir un réel retour en fait sur l'utilisation, sur la bienfaisance de cet espace-là aménagé. Et oui, voilà, en fait, c'est un déplacement doux. Et je pense qu'il faut être aussi doux dans son attente et laisser le temps, on va dire, à l'utilisateur de prendre l'usage de l'espace. Après, c'est vrai que ça aide pas d'avoir des nouvelles techniques de déplacement sans cesse, quoi. Ça remet en question les choses qui ont été pensées et du coup, c'est sûr qu'il va falloir repenser certaines choses. C'est sûr quand on compare avec, on compare beaucoup de toute façon avec des villes en Hollande ou des villes au Danemark qui sont très bien équipées. C'est sûr que eux, leur piste cyclable, parce que ils ont déjà, on va dire, ils ont déjà fait en sorte qu'elle soit partagée avec des véhicules motorisés à deux roues. Du coup, ils ont fait en sorte que ça soit hyper sécurisé pour les piétons, pour les voitures, qu'il n'y ait pas trop d'entrechocs, on va dire trop de croisements, etc. Pas possibilité de passer de l'un à l'autre. En tout cas, c'est plus difficile avec des rebords, des bordures, des feux et compagnie. Donc forcément, eux, ils peuvent accueillir plus facilement tous ces nouveaux usages de la trottinette électrique, du vélo électrique, même du scooter électrique qu'on voit sans casque, parce qu'il n'y a pas on ne sait pas trop quelle est la législation là-dessus. Il y a des espèces de mix entre trottinette et scooter électrique. Ouais. Et on en voit aussi beaucoup à Strasbourg là, en ce moment. Et c'est des gens qui sont sans casque. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je pense, en France, parce qu'on pense à une voie vélo et on la pense que vélo. Et c'est ça qui est un peu dommage, peut-être. Il faudrait peut-être plus la penser au long terme, potentiellement. Mais je pense qu'il faut laisser du temps et regarder comment c'est et faire des changements en fonction, quoi. Voilà, je pense que c'est le conseil que je pourrais donner si j'en avais un, quoi. Et comment vous ressentez les choses au niveau des politiques qui avancent en ce sens? Est-ce que ça fait longtemps qu'on dit qu'on va faire des choses et qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'au final, il y a de vraies choses qui se passent? Moi, je bosse au quotidien avec des élus. Je pense c'est très français de mettre les gens dans des boîtes, hein, mais on pourrait les catégoriser en trois grandes classes. Hein. Il y a ceux qui sont vraiment convaincus. C'est assez facile à voir et finalement le Covid en fait a accéléré certains mouvements parce que en fait il y avait déjà des budgets, il y avait déjà des plans qui avaient été faits et il y avait déjà une dynamique qui était en cours. Je pense à Paris, mais pas que. Encore une fois, il y a plein de villes qui sont comme ça. Je pense qu'il y a des élus qui sont véritablement opportunistes et là en fait c'est un risque parce que le risque c'est que ça s'essouffle très rapidement ou qu'il y ait des choses qui soient faites quand c'est pas fait naturellement ou quand c'est pas fait vraiment dans une volonté réelle, on peut faire des choses un peu mauvaises, on va dire. Et après, il y a des gens qui sont en train d'être convaincus pour X et Y raisons, pour des questions de congestion, pour des questions qui se sont rendus compte des enjeux environnementaux, etc., que ça avait. Et là, ça reste quand même complexe parce que pour des élus municipaux, par exemple, un mandat, ça dure 6 ans. Ça veut dire que là, il faudrait qu'ils commencent dès maintenant à faire des choses parce que il faut inscrire ça dans le temps long. Il y a toute une logique de concertation, etc., pour vraiment transformer une ville. Donc, ça reste quelque chose de temps long. En fait, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut réussir à comprendre, c'est que le vélo,
c'est lié à une transformation de la ville et que ça prend du temps. Donc, même si un élu veut s'y mettre tout de suite et qu'il commence à être convaincu, ça va sûrement lui prendre tout son mandat. Et là, en fait, c'est un peu ce que disait Mathieu tout à l'heure, il y a cette espèce de moment où il va y avoir des frictions. Et ces frictions, il faut réussir à gérer et à pas lâcher. Donc, c'est vraiment une logique de, si vraiment un élu, alors encore une fois, il y a tous ceux qui sont pas convaincus de ça, on peut les écarter, mais ceux qui commencent à s'y mettre, il faut pas qu'ils lâchent en fait, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont ils vont se choper les commerçants contre eux, certains automobilistes. Moi, je le vois, il y a eu par exemple chez moi, il y a eu carrément des pétitions contre certaines pistes, etc. Donc, et tout ça, il faut réussir à tenir le coup, parce que c'est la démocratie, qu'il y a quand même des gens qui ont voté pour eux, et donc il va réussir à falloir. Ce qu'il faut vous dire, moi par exemple en province, la part modale du vélo c'est 1%. Il y a des élus qui légitimement vont vous dire, attendez, moi je suis là, j'ai été élu démocratiquement, je dois répondre à la majorité, vous êtes 1%. Moi je l'ai déjà entendu ce dialogue. Et qu'est-ce qu'on répond à ça? On répond oui, mais avec ces 1%, vous allez pouvoir les faire augmenter cette part modale. Et puis surtout, il y a des enjeux environnementaux, etc., etc. Mais c'est ça qui est compliqué en fait. Et il faut qu'ils arrivent à tenir sur ces périodes de friction. Donc oui, il va probablement y avoir des changements, mais encore une fois, voilà, moi je crois qu'il y a vraiment ces trois catégories et il y en a qui seront indécrottables de la voiture. Mais il faut juste faire avec les autres et essayer d'accompagner les autres. Je pense qu'il ne faut pas y aller au frontal et il faut attendre que finalement tout le monde se rende compte au bout d'un moment que c'est intéressant pour tout le monde et que c'est un enjeu fort pour demain. Mais bon, ça, la politique, ça reste la politique quand même, faut pas oublier. Hein. C'est bon. Et pour revenir plus sur le documentaire, puisqu'on voit, enfin, vous avez interrogé plusieurs personnalités, dont des personnalités politiques, mais les personnages que vous avez interrogés et suivis, est-ce que vous les connaissiez? Comment vous les avez rencontrés? Comment vous en êtes venus à les filmer eux? En fait, globalement, il y a deux types de profils dans le film. Il y a des gens qu'on connaissait, enfin surtout que Mathieu connaissait, parce que Mathieu est quand même assez actif niveau vélo à Strasbourg. Enfin, il en fait pour se déplacer, mais aussi parce que c'est sa passion. Donc, il faisait déjà partie d'un réseau de gens qui faisaient du vélo. Et puis après, les autres, c'était du bouche-oreille pas mal, des potes de potes qui connaissaient un tel et tout ça, qui nous ont mis en relation. Et un des personnages, on l'a trouvé tout simplement par une petite annonce, enfin une annonce Facebook ou un truc comme ça. Elle a répondu et puis voilà, notamment c'est Fanny dans le film qu'on voit avec son compagnon et sa fille. Et voilà, donc c'est un peu de tout. Après, Strasbourg, c'est une grande ville, mais ça reste un village, donc tout le monde se connaît un peu. Et puis, bouche-oreille a quand même bien servi quoi, pour ce film. Et notamment, enfin, en tout cas, ouais, je parlais des connaissances de Mathieu, mais un des personnages principaux du film, donc Simon, était un bon pote de Mathieu, quoi. Donc, c'est vrai que ça facilitait tout de suite la rencontre et le fait de savoir que ça pouvait être un bon personnage pour notre film, quoi. Et comment le film il a été accueilli, que ce soit plus dans des villes ou dans des milieux ruraux? J'imagine que vous avez fait plusieurs diffusions. Vous avez rencontré certaines personnes. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que les gens en ont pensé? Ouais, plutôt assez surpris que ça ait bien été reçu. En tout cas, on a fait une première projection à Strasbourg avec pas mal de gens qu'on connaissait déjà dans le milieu un peu audiovisuel, beaucoup de monde qui nous ont aidés aussi sur ce film, hein, que je tiens toujours à remercier parce que c'est vrai qu'il y avait une super équipe, que ce soit la production, même tous les techniciens qui ont bossé avec nous, c'était vraiment super d'avoir donné autant de leur temps pour nous aider. Et donc déjà voilà, il y a un milieu en tout cas audiovisuel déjà à Strasbourg qui est déjà bien présent, donc qui était intéressé par le film parce qu'ils en avaient entendu parler par bouche à oreille aussi, on les a invités et compagnie. Pas mal aussi dans le milieu un petit peu justement urbain à Strasbourg, parce que bon, la ville de Strasbourg nous a aidés pour le film. Donc du coup, il y avait pas mal de gens autour de la ville à l'époque, d'élus et d'associations. Il y avait aussi pas mal de pratiquants du vélo, que ce soit dans les différentes pratiques qu'on montre dans le film, mais dans d'autres, en fait, dans pas mal d'autres. On a fait une petite communication, en tout cas locale, qui avait plutôt bien marché. Ensuite, oui, il a été projeté également à Paris, à la mairie de Paris. Alors, c'était beaucoup plus, on va dire, associatif dans le sens justement pour défendre le vélo et son utilisation en ville, tout ça. On sentait en tout cas le message un peu plus urbanisation qui était ressenti en tout cas dans cette projection-là.
Et après, il a été aussi accueilli dans plusieurs projections en campagne, pas que en ville, étonnamment, malgré qu'on traite beaucoup de la ville dans ce film. Mais en effet, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Julien tout à l'heure, il y a pas mal de petites communes qui essayent de faire des choses pour essayer de se déplacer sur des plus grandes distances, ou en tout cas plus difficilement entre villages ou entre ville et village. Pas des endroits qui sont super bien aménagés à tout. Donc forcément, ils ont aussi projeté un petit peu le film pour essayer un petit peu d'échanger, pour essayer de nous montrer un peu ce qu'on peut faire à Strasbourg et ce qui est possible de faire aussi dans un petit village. En tout cas, voilà à peu près le type de projection qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que ce que tu dis, en fait, c'est que c'est devenu une sorte d'outil Oui, pédagogique, entre guillemets, pour dire, bon, bah voilà ce qu'on peut faire, voilà comment Strasbourg a fait, est-ce qu'on pourrait pas le faire nous-mêmes à notre échelle, donc que ce soit au niveau d'un village ou d'une plus grande ville. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, avec ce film, c'est que on pensait pas que ça susciterait à chaque projection autant de discussions, autant de débats et tout ça, et pas forcément trop sur le film, mais plus après sur la problématique liée au vélo, déplacement, et c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que ouais, c'est un thème qui parle à beaucoup de gens et qu'il y a plein de gens qui militent pour le développement du vélo en ville, mais aussi à la campagne et tout ça, quoi. Donc ça, c'était assez agréable de voir tout ça. Et juste aussi pour conclure par rapport à tes questions, c'est que finalement le film il est sorti, on a fait des projections au niveau vraiment local à Strasbourg et dans les environs. Et puis là, depuis le film a 4 ans, mais là depuis 2 ans en fait, le bouche-à-oreille aidant, on a de plus en plus de gens qui nous demandent voilà pour pouvoir le projeter, mais vraiment dans toute la France. On a une demande aussi de Tunisie avec Vélorussion Tunis qui nous a demandé d'organiser une projection et tout ça avec le film. Donc ouais, ça fait plutôt plaisir de voir ça, quoi. D'autant plus qu'il n'y a pas finalement beaucoup de films sur cette thématique-là qui existent. Donc voilà, quoi. C'est vrai que c'est un bon outil. Ok, super. Et peut-être il nous reste 5 minutes, mais une dernière question selon vous trois, du coup assez rapidement. Comment, selon vous, on pourrait promouvoir une culture du vélo dans une démarche responsable? Est-ce que ça passe que par de la sensibilisation? Quel moyen, quel levier vous voyez pour plus sensibiliser les gens à ça? Qui répond? Julien, je te sens inspiré là-dessus. Si on avait la solution, j'aurais plus de boulot. Non, en plus, moi, je bosse pas spécifiquement là-dessus. Il y a un truc qui marche bien, qui est pas assez mis en avant, c'est le fait qu'il faut essayer. C'est très bête à dire, hein, mais moi, je prône énormément le fait que des collectivités se mettent main dans la main avec des magasins de vélos, notamment des magasins qui vendent des vélos électriques, qu'on mette les gens dessus, qu'on leur fasse tester, qu'on leur prête éventuellement les vélos et qui se rendent compte. Tous les gens qui sont dans mon entourage, qui se sont mis à faire du vélo, me disent, et pas plus tard que là, après le Covid, plusieurs me disent, en fait, ouais, c'est vachement agréable, machin, etc. Mais il a fallu que je mette mes fesses sur la selle pour me rendre compte. Moi, je dirais, ça fait 10 ans que je bosse autour dans des collectivités. Il n'y a pas de recette magique. Encore une fois, tout le monde rame parce que ça dépend de beaucoup de critères, de beaucoup de choses, de si la ville est prête, des élus, de beaucoup de trucs. Mais ça, par contre, ça marche. C'est-à-dire que quand on arrive massivement à mettre les gens sur le vélo, et moi, je pense que le vélo électrique, moi, je suis pas fan absolu personnellement, mais je pense que c'est un accélérateur assez unique qui n'existait pas il y a encore quelques temps. Et là, il y a vraiment des choses hyper confortables. Un vélo cargo électrique aussi, c'est génial avec les gamins et tout ça. Donc, je pense que juste, faut faire essayer les gens. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. C'est qu'il faut absolument que les collectivités, il y a beaucoup de magasins de vélo. En plus, c'est bien pour l'économie. Qu'ils aillent les voir et qu'ils leur disent, OK, ce week-end, là, on fait porte ouverte, comme il y avait dans les concessionnaires de bagnoles, en fait. On fait porte ouverte et vous avez le droit d'essayer tous les vélos. Et ça va marcher. Et après, il y a plein d'autres ingrédients. Mais commençons par ça, franchement. Et d'ailleurs, que les passionnés de vélo ou que ceux qui ont cette fameuse culture vélo se mettent là-dedans et aident et accompagnent ou guident. Enfin, voilà. Et là, il y aurait un super truc. Et ça serait vraiment de la culture vélo, à mon sens. Jérémy, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, avec ce qui vient d'être dit par Julien. En fait, les gens ont pas, enfin, en tout cas, ceux qui n'ont jamais fait de vélo ont pas le réflexe de se déplacer à vélo parce que déjà, faut en acheter un, faut en trouver un, ou soit faut le faire réparer son vieux vélo qui traîne chez lui. Et donc, du coup, les gens
une fois qu'ils commencent à adopter le vélo, effectivement, je pense qu'ils sont souvent conquis. Et voilà, c'est juste effectivement réussir à les encourager à utiliser leur vélo ou à en acheter. Donc c'est ce qui est fait avec les primes et tout ça qu'on peut voir via les différentes mairies. Et je pense qu'il y a que comme ça et en créant aussi des pistes cyclables. Hein, je pense qu'il n'y a pas de secret. Donc voilà quoi. Mathieu, c'est bon pour toi? On était sur la question comment Désolé, sensibiliser. Pas de souci. C'était sur comment on pourrait mieux sensibiliser ou plus facilement sensibiliser les personnes qui n'utilisent pas encore le vélo. Et du coup, Julien et Jérémy étaient d'accord sur le fait qu'il faut faire essayer aux personnes qu'elles adoptent le moyen. Oui, complètement, ouais. Oui, bah, c'est sûr qu'il faut essayer. Et puis après, moi, je vois à Strasbourg, il y a des petites choses qui sont faites. Genre, il y a des associations qui font des petites choses. Il y a même la ville qui organise des événements. Genre, bon, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre le vélo, par exemple, il y a à un moment donné, il y a une période où on pousse, on va dire, tout le monde à utiliser le vélo. C'est au boulot à vélo. Et du coup, ils filent des petits goodies, des petites plaques qu'on met derrière le vélo et tout. Et on en voit de plus en plus. Il y a des affiches partout dans la ville. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de le prendre tous les jours, bah, il y en a qui font l'effort de l'utiliser, en tout cas un mois, ou en tout cas pendant cette période-là. Et c'est des petites choses comme ça qui vont aider, on va dire, à avoir l'habitude de le faire, parce que pour les personnes qui ne sont pas forcément physiques, etc., on peut comprendre que c'est vite réticent. Mais voilà, je pense que c'est forcément une question d'habitude, une question d'habitude. Ok, super. Donc, essayez le vélo. Vous serez conquis. Du coup, c'est sur ces paroles que cette table ronde se termine. Merci à tous les trois d'avoir été présents. C'était des échanges très intéressants. Et du coup, je vais laisser la parole à Noémie pour conclure. Oui, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette projection du documentaire Les Pédaleurs. Et merci à tous les intervenants, Jérémy Janté, Mathieu Leclerc, Julien Delabaca et Léa Tramontin pour l'animation. Cet événement clôt le cycle sur l'écotourisme et les mobilités douces et clôt aussi le festival L'été de l'économie engagée des canaux qui est à présent terminé. Pour redécouvrir toute la programmation en ligne de nos conférences, ateliers et projections table ronde, nous vous invitons à nous suivre sur la page Facebook, Instagram, Twitter et YouTube des canaux et sur le site internet lescanaux.com. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.